Donc je vais tenter de vous parler d'automatisation, notamment à l'heure du numérique, et de créativité. Alors je serai bref, 30 minutes, ça va très vite. Nos deux exposés avec Colette sont articulés, en tout cas on a essayé de les articuler. Je vais un peu vous parler du passé, un peu du présent, et Colette va mettre en perspective pour ce qui est à venir. Alors, automatisation, ça veut dire qu'il faut parler de technique. Et c'est pas toujours facile de parler de technique. On a du mal à parler de technique, comme autrefois on avait du mal à parler d'économie. On laissait ça aux experts. Et depuis 2008-2009, les citoyens s'occupent d'économie. Et sans doute qu'avec les phénomènes de numérisation et d'automatisation, les citoyens vont s'occuper de technique. Alors, on va aborder la technique d'un point de vue philosophique, donc politique. C'est forcément lié. Et pour présenter un peu la méthode de traitement, on pourrait dire que dans notre approche, il y a trois brins. C'est comme une corde, c'est une tresse. Il y a la technique, bien sûr. Il y a le social, il y a les relations, il y a les interactions, plus ou moins médiatisées par des instances de gouvernement. Et puis, il y a le sujet, il y a l'individu, il y a le sujet qui désire quelque chose et qui fait avec la technique, qui fait avec le milieu et qui fait dans les relations. Voilà. Alors, pour démarrer sur la technique, ce qu'on peut affirmer, et ça ne nous fait pas toujours très plaisir, c'est qu'on ne reviendra pas en arrière. On n'est jamais revenu en arrière avec la technique. Ici, nous sommes dans un dispositif technique. Les micros, la sonorisation, les caméras, les films vidéo seront montés, ils seront mis sur Internet, en ligne, on les consultera, ils seront réutilisés. Bon. La technique, c'est pas que ça, c'est aussi notre assemblée. L'assemblée, c'est de la technique. Certains parlent, d'autres écoutent, il faut de la discipline. Il n'y a pas de technique sans discipline. Et puis plus tard, on aura un débat, et là aussi, il y aura de la technique. Donc, aujourd'hui, nous avons affaire à des techniques très sophistiquées et on ne reviendra pas en arrière. Notre problème, c'est que ça va très très vite. Du jour au lendemain, les choses changent, les logiciels sont nouveaux, etc. Alors, pour en prendre un exemple un peu spectaculaire, au Danemark, récemment, on a appris par la presse que le ministre des Affaires étrangères avait nommé des ambassadeurs auprès des GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, etc., tous les leaders de l'industrie numérique. Et il a déclaré, à l'avenir, nos relations bilatérales avec Google seront aussi importantes que celles que nous entretenons avec la Grèce. Alors je ne sais pas pourquoi il a pris la Grèce, il aurait pu prendre le Portugal. Bon. Donc la technique, c'est pas que de la technique, ça peut être aussi du politique et de la diplomatie. Alors là où je vais en venir, je vous donne directement ma conclusion, c'est que il ne faut pas laisser la technique aux experts, il faut se l'approprier. Il y a plusieurs modes d'appropriation. Il y a une appropriation qui est experte via des ingénieurs informatiques et via des entreprises avec de la propriété privée. Il y a une autre appropriation qui est l'État, c'est-à-dire élire des représentants qui, très souvent jusqu'à présent, font leur chemin tout seuls, font carrière et puis décident pour un ensemble de citoyens. Et puis il y a d'autres voies. Il y a d'autres voies, c'est par exemple les communs. C'est l'autogouvernement par un collectif, par un groupe, de ses finalités et de son travail. Et c'est là qu'on va en arriver avec les questions de contribution. Voilà. Pour tenter de vous persuader que la technique, c'est important, je vais reprendre les termes d'un philosophe des techniques, qui était Gilbert Simondon, qui a été un peu seul à son époque, et qui disait « La plus forte cause d'aliénation dans le monde contemporain réside dans cette méconnaissance de la machine. Machine qui n'est pas une aliénation naturelle. Cette aliénation est causée par la non-connaissance de la nature et de l'essence de la machine. » Voilà. Donc, à son époque, les années 50, Simondon proposait de s'intéresser sérieusement
à la technique comme un raisonnement qui est extériorisé, hein, qui sort de l'individu, qui devient automatique et qui est prêt à l'emploi. Voilà. Alors, je vais traiter je vais vous faire un petit exposé en deux parties. Tout d'abord l'automatisation et ensuite la créativité. Pour automatiser, il faut être créatif. Alors ça peut nous surprendre, mais l'automatisation suppose de l'observation, de la formalisation, de la standardisation et la création de tâches ou d'opérations qui sont répétitives, mécaniques, hein, qui sont rendues automatiques. C'était vrai à l'époque de la grande industrie et ça l'est aujourd'hui à l'heure d'Internet. Lorsqu'on automatise, on automatise des comportements, c'est-à-dire tous nos comportements manuels, y compris articulés à des comportements réflexes de type analyse des situations et puis décision. Ces comportements peuvent être automatisés. Bien heureusement, les intentions ne peuvent pas être automatisées. Intention et comportement sont très liés. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'automatisation dans la grande industrie? Je vais reprendre les analyses de Pierre Naville, qui a été un grand sociologue du travail dans les années 50, 60, 70, et qui également faisait partie du mouvement surréaliste. Alors Pierre Naville a remis à la fin des années 50 au CNRS un rapport de 750 pages sur le développement récent des industries de process, c'est-à-dire la pétrochimie, les cimenteries, une partie de l'agroalimentaire, la chimie, etc. Donc les industries de process qui sont contrôlées de l'extérieur et qui sur lesquelles l'humain ne peut pas intervenir parce qu'il se brûlerait ou il pourrait disparaître. À la suite de ce rapport conséquent, on peut dire que depuis on n'a pas eu de rapport aussi important, il a écrit un ouvrage chez Gallimard, il a publié en 1963, qui s'intitule « Vers l'automatisme social ?» Point d'interrogation. Vers l'automatisme social. C'est une question qu'on pourrait reproduire aujourd'hui. Et le sous-titre était « Problème du travail et de l'automation ». Voilà. Alors à cette époque, il fait remarquer que la productivité, fin des années 50, n'est plus celle de l'homme, mais la productivité, c'est celle de l'usine entière. C'est déjà la productivité d'un collectif. Il parle de flux continu de produits et de flux continu de vente. Il dit la productivité calculée à la façon classique s'élève prodigieusement avec l'automation. On lui attribue en moyenne un multiplicateur de 12 à 20 selon les industries. La multiplication s'élève à 50, 80 ou 100 lorsqu'on calcule par atelier spécifique. Pour faire écho, en 1981, dans Le Monde, on lisait « Dans une situation de guerre économique, les nouveaux ennemis de la France sont les pays très avancés technologiquement, ou bien ceux à faible coût de main-d'œuvre. Seule l'automatisation, qui permet de diminuer les coûts de fabrication, devrait nous aider à lutter à armes égales avec ses concurrents. Les industriels sont catégoriques, il faut automatiser ou disparaître. » Quelques années après, chez Peugeot, en 1988, un responsable des méthodes dans la carrosserie déclarait « La robotique représente une des voies privilégiées de notre recherche de flexibilité et de compétitivité. La mécanisation, thème de réflexion ancien dans l'automobile, s'inscrit dans une évolution cohérente et continue dans laquelle technologie et recherche constante d'une plus grande compétitivité interagissent. » Voilà. Donc c'était les années 80, c'était hier. Hein. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation similaire. Hein. Alors Naville, à son époque, Internet n'existait pas et qui était sur les industries de process, parlait de automatisme social généralisé. Hein. Comme on le disait hier, il est allé étudier le travail réel, et il parlait d'automatisme social généralisé, aussi redoutable
que sont inouïes les espérances de liberté qu'elle ouvre. Il s'appuyait sur les travaux d'un Américain qui a accompagné le mouvement de la cybernétique, Norbert Wiener, donc très ancré dans l'informatique et dans les systèmes automatiques, qui déclarait en 1948 « La première révolution fut la dévaluation du bras humain par la concurrence que lui fit la machine. La révolution industrielle moderne est destinée à dévaluer le cerveau humain, au moins dans ses décisions les plus simples et les plus courantes. » Donc là, il faisait son travail de cybernéticien, d'informaticien. Et, alors ça peut étonner, mais il a ajouté « Si l'on suppose accompli cette seconde révolution, l'être humain moyen, de talent médiocre, n'aura plus rien à vendre qui vaille l'argent que n'importe qui serait disposé à y mettre. La réponse, évidemment, c'est qu'il nous faut une société fondée sur des valeurs humaines qui ne soit plus celle de l'achat ou de la vente. » Voilà. Alors, je vous fais encore un petit bout de Naville pour le plaisir, parce que c'est vraiment... je vous recommande cette lecture cet été. Les systèmes techniques autonomes détachent l'homme du processus de production auquel il reste jusqu'à présent asservi de façon étroite. Donc il parle d'asservissement. L'asservissement s'est transféré des groupes d'hommes aux groupes de machines. L'automatisme généralisé en long cycle, qui cumule une longue séquence d'opérations, entraîne en effet l'autonomie du système grâce à des dispositifs d'asservissement. Alors là, ce passage, l'autonomie des systèmes d'asservissement, ça fait fortement penser à ce qui se passe sur Internet. Et nous connaissons tous Google. Google est une entreprise commerciale comme une autre, mais pas comme une autre. Nous la servons tous les jours. Nous y sommes asservis malheureusement, bien qu'il existe foule de moteurs de recherche alternatifs. Et donc nous avons affaire à ces algorithmes. Et en partie, ce sont des systèmes autonomes et il y a de l'asservissement. Naville ajoutait, un cycle automatisé ne devient possible qu'à partir du moment où ces différentes phases peuvent se succéder de manière logique et autonome pour obtenir l'effet final recherché. Voilà. Alors l'automation dont il parlait, il la définissait sous ces termes. On désigne le fonctionnement autonome de cycles productifs complets et de plus en plus étendus à très haut rendement. Voilà. Bon, je vous épargne d'autres citations, ce serait trop lourd. Ça, c'est pour l'industrie, on connaît. Hier, on parlait de réduction du niveau d'emploi dans l'industrie. Certains disaient oui, mais il y aura la création d'emplois dans la conception de machines, dans des startups qui créent des applications. Oui, certes, il y a des créations d'emplois, mais soyons méthodiques. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'industrie? J'ai ici des données très officielles de la DARES, donc de la branche de l'INSEE qui s'intéresse au travail. Ces 30 dernières années, 82-2013, si je prends l'industrie manufacturière au sens étroit, je ne mets pas le BTP, je ne mets pas le cuir, je ne mets pas le bois et l'ameublement. En 1982, il existait 1 400 000 ouvriers dits non qualifiés. En 2013, ils étaient 760 000, donc division par 2. Les ouvriers qualifiés, en 82, étaient 1 700 000, ça diminue légèrement en 2013 à 1 600 000. Les ingénieurs et cadres de l'industrie, appellation typiquement française, ils sont passés de 103 000 à 274 000. Et les ingénieurs de l'informatique, spécifiquement dans l'informatique, ils étaient 103 000 en 82, pardon, ils étaient 43 000 en 82, et ils passent à 355 000 30 ans plus tard. Voilà, donc là il y a des chiffres, il y a des chiffres, on verra dans quelques années où en seront les créateurs d'applications sur smartphone, etc. Alors, ça c'est pour l'industrie. Dans la distribution, la distribution c'est automatisé depuis très longtemps. La logistique, moi j'ai fait ma thèse autrefois avec Naville et puis en observant les processus d'automatisation logistique, les entrepôts, les plateformes, tout ça, ça s'est beaucoup automatisé.
les caissières n'ont pas encore disparu, mais tout de même, hein, il y a des caisses automatiques. Amazon expérimente à Seattle, aux États-Unis, des épiceries automatisées. Pour l'instant, c'est 180 mètres carrés, avec des capteurs vidéo, avec des algorithmes de calcul de prise d'objets et de pose d'objets dans les petits conteneurs. Donc le client se présente avec son appareil mobile, il est identifié, et puis il fait ses courses, et tout est enregistré par ses capteurs, et puis il ne paye pas parce que la facture est directement débitée via son application sur son compte. Amazon, donc, qui à l'origine est une entreprise de distribution, hein, mais qui a acquis des compétences dans le traitement à très haute fréquence de données. Hein. Donc Amazon envisage d'étendre ses surfaces à 3000 et peut-être 12 000 mètres carrés. Ça pourrait fonctionner avec 6 employés. Alors on verra, hein. Il ne s'agit pas de faire peur, on verra. Il s'agirait de fonctionner avec 6 employés. Pour l'instant, les statistiques de la distribution aux États-Unis donne une moyenne de 90 personnes pour faire fonctionner ces surfaces. Donc on passerait de 90 à 6. Bon. Je n'aurai pas le temps d'aborder les effets sur l'emploi, mais sur l'emploi, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 3 choses en fait. Pour automatiser, il faut observer, il faut formaliser, il faut standardiser, et puis il faut créer des modules. Hein. C'est ce que fait Uber par exemple. On crée des modules. J'achète sur une application, c'est un module. Je prends ma voiture pour transporter quelqu'un, c'est un module. Ben, on a des modules comme des Lego et on met tout ça en interaction sous contrôle de gestion de l'information. Alors, lorsqu'on a automatisé, on a changé d'organisation. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas comparer terme à terme l'ancienne organisation avec la nouvelle organisation automatisée. Ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Alors c'est un peu la faiblesse des études en sciences sociales sur l'automatisation. La deuxième chose qu'on sait, c'est que oui, effectivement, il y a des transferts d'emplois. Lorsque Naville étudie la grande industrie, notamment les process, il dit il y a création d'emplois dans la maintenance et dans la surveillance. C'est vrai. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce transfert va s'incarner dans une collectivisation du travail. Mais c'est une collectivisation qui n'est pas autonome. Enfin, il existe des collectifs autonomes, hein, bien sûr, heureusement, mais la collectivisation du travail est décrétée par la hiérarchie et par le pouvoir de l'entreprise. Hein. Donc, plus tard, ça pourra ouvrir sur une discussion sur qu'est-ce qu'on fait de ces collectifs. Et le troisième chose qu'on sait sur l'automatisation, c'est qu'il y a un effet de ciseau entre la destruction d'emplois et la création d'emplois. Ça prend du temps, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre plus. Le rythme de création d'emplois, c'est pas simple, parce que ça dépend de l'importance de la transformation des métiers. Il faut y mettre de la formation, donc il faut y mettre des parties prenantes, comme on dit aujourd'hui. Il faut que tout ça, ça discute, et il faut que ça se mette d'accord. Mais cette transformation des métiers est elle-même liée au projet de société. Hein, voilà. Est-ce que c'est encore intéressant d'être caissière dans une grande surface de vente? Hein, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose si le poste est libéré de ce type de tâches? Bon. J'en viens au second point qui est la créativité. Alors pour automatiser, effectivement, il faut des ingénieurs. Pour créer Internet, il faut beaucoup d'ingénieurs, il faut beaucoup d'instances internationales pour créer des algorithmes, etc. Alors la question c'est, tous ces concepteurs qui ont œuvré, est-ce qu'ils nous ont rendus un peu plus libres de nos mouvements et de nos réflexions et de nos activités? C'est pas sûr. Hein, c'est pas sûr. Toute l'automatisation qui s'est mise en place a instauré une division du travail qui est toujours précédée par une réflexion économique. Hein, réflexion économique attachée
a une propriété des moyens de production qui ne se cache pas, hein, qui est très claire. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui se mettent en place des technologies collaboratives. Hein. Nous sommes dans une économie collaborative. Parfois, on dit même une économie de la contribution. Hein. Et alors, c'est des termes séduisants, hein, collaboratif, contributif. Le problème, c'est que ça se met en place dans le moule de l'économie que l'on connaît bien. Hein. Alors, cette économie que l'on connaît bien, c'est quoi? Eh bien, ça a commencé il y a plusieurs décennies avec les meubles que l'on monte chez soi. Hein, voilà. Donc c'est le travail du consommateur. Hein. C'est le travail du consommateur qui permet de réduire les coûts du fabricant et du distributeur de meubles. Ce travail du consommateur, parfois, il peut être sympathique. Hein. C'est les AMAP, par exemple. Hein. On collabore avec le paysan. Hein. On va chez lui parfois, et bon, on peut travailler ensemble. Bon, donc là, il y a une symbiose qui peut se mettre en place, donc tout n'est pas à jeter. Mais malheureusement, le collaboratif, c'est beaucoup la grande industrie qui cherche un nouveau mode de déploiement. Alors, c'est par exemple les utilisateurs concepteurs, hein, c'est les grands sportifs, hein, c'est les utilisateurs experts à qui on dit, ben, puisque vous connaissez bien le produit, puisque vous l'utilisez, venez avec nous pour le concevoir. Et puisque vous êtes sympa et nous aussi, vous allez le faire gratuitement, mais à l'arrivée, on vous donnera un produit, vous pourrez avoir vos skis, votre planche de surf, etc. etc. Bon. On est allé plus loin. Des entreprises ont mis en place des boîtes à outils ouvertes, c'est-à-dire sur leur site internet, elles ont mis à disposition des kits de conception qui sont disponibles pour les utilisateurs qui veulent s'impliquer dans la conception de nouveaux produits. Hein, voilà. Alors, il y a un effet de génération, hein, c'est que, j'aime pas parler en termes de génération, mais on peut constater que parmi nos étudiants, il y a beaucoup de jeunes qui prennent plaisir à s'impliquer comme ça dans la conception, bon, pour dire ben, je l'ai fait, ou bien j'arrive à le faire, et ils le font gratuitement. Hein, ils le font gratuitement. On va encore plus loin, il y a les communautés de développeurs, hein, c'est-à-dire des experts très chevronnés dans l'informatique qui travaillent lorsqu'ils ont envie, qui vont très vite. Et, ils forment des communautés, c'est-à-dire qu'ils sont dans des phénomènes d'entraide. Hein. Ils travaillent la nuit, ils travaillent le jour, ils travaillent lorsqu'ils le souhaitent. Et ils intéressent beaucoup la grande industrie, notamment l'industrie des jeux vidéo. Hein, l'industrie des jeux vidéo. Je ne vais pas donner de marque, hein, mais vous avez une grande entreprise française qui a quitté Lyon et qui est allée s'installer à Montréal, et qui, pour des raisons fiscales, et qui plaît beaucoup à mes collègues chercheurs dans ce qu'on appelle l'économie de la créativité. Alors, ces grandes entreprises, elles ne savent pas tout faire, et les communautés de développeurs, étant donné qu'elles rassemblent des experts qui ouvrent tout, qui ouvrent toutes les données, ben en fait, ils vont très vite. Ils vont très vite sur la conception de nouveaux algorithmes. Hein. Et donc il y a une collaboration entre ces grandes marques et ces communautés. Hein, voilà. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a aucun contrat de travail. Alors bien entendu, les développeurs qui sont dans les communautés ne veulent pas être salariés, ça ne les intéresse pas. Hein. Ils ont une approche très critique du salariat, ils ne veulent pas. Ils ne sont pas forcément très intéressés de créer leur start-up, ça ne les intéresse pas. Ce sont des libertaires, parfois des libertariens. Hein, bon. Et il n'y a pas de contrat de travail, et il n'y a pas non plus de contrat commercial. C'est-à-dire que les communautés fixent les règles du jeu. Et les grandes marques suivent. Voilà. Donc là, il y a de la collaboration, mais à l'arrivée, il y a une marque, il y a des droits de propriété, etc. etc. Donc on est toujours dans l'économie classique. Nous avons Uber. Bon, j'ai cité une marque, donc c'est pas très bien. Mais en France, vous avez Full Factory. Hein. Alors, d'un côté, vous avez des entreprises ou des particuliers qui ne souhaitent pas réaliser des tâches qui, pour l'instant, ne sont pas automatisées. Et de l'autre, vous avez des contributeurs, comme on dit, tâcherons, qui réalisent des micro-tâches. Et les plateformes numériques
font le lien. Alors, le concept de plateforme, l'immobilier ou les agences matrimoniales, c'était des plateformes. Hein. Mais dès que c'est numérisé, on touche presque le monde entier. Et ça va très vite. Hein. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein. Voilà. Donc les plateformes numériques font le lien entre les deux. Alors, les tâches, c'est quoi? C'est la rédaction de SMS personnalisés, c'est des commentaires inscrits sur des pages, c'est des classements de contenu, et les tarifs horaires sont compris entre 10 et 15 euros dans le cas de Full Factory. C'est également, à nouveau Amazon, Mechanical Turk. 500 000 tâcherons dans 160 pays. La tâche est rémunérée quelques centimes. Hein, voilà. Donc là, vous avez ce qu'on appelle les données massives qui ne peuvent exister que si des tâcherons existent. Donc il y a toujours de l'humain, et l'humain est asservi au système automatique. Hein, voilà. Le problème, c'est qu'en face, il y a de la demande. La demande, c'est nous, hein, pas ici, mais en général. Et nous achetons du voyage, nous achetons des tas de choses. Voilà. Alors, tout ça, c'est du collectif. Hein. Il n'y a rien de plus collectif que la pensée financière. Les financiers sont très forts parce qu'ils pensent collectivement. En face, on est très peu collectif. On a des petits collectifs, hein, mais ce ne sont pas encore de très grands collectifs. Alors, voilà, oui, je vais terminer. Donc, pour penser la technique, il faut penser aux dispositifs dans lesquels nous sommes installés. Nous sommes toujours dans des dispositifs. Hein. Alors, Gilbert Simondon, dont je parlais, il a proposé de penser le dispositif comme, enfin, la technique plutôt comme une interaction entre l'humain et le milieu. Hein, voilà. Il y a une interaction entre l'humain et le milieu. Le milieu, dès qu'on arrive au monde, il est déjà occupé par la technique. Hein, voilà. Il est occupé par la technique. On ne reviendra pas en arrière. Hein. Donc, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Hein, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut se développer avec ça? Le milieu, la technique, c'est ce qui nous permet de devenir des individus, c'est-à-dire de nous affirmer en tant que sujet qui désire quelque chose. Donc on a besoin du groupe pour s'individuer, hein, et une fois qu'on est installé en tant qu'individu, on utilise la technique. Hein. Alors il y a un terme que je vais pas développer qui est la transindividuation, c'est-à-dire que c'est continuer à être un individu au travers du groupe. Hein. Je ne sais pas si on aura le temps de c'est pas pour faire une coquetterie de vocabulaire, mais c'est important de fixer des concepts pour essayer de penser à la hauteur des masses d'automatismes qui ont commencé à nous ensevelir. Alors pour terminer, effectivement, il faut aller créer de la valeur socialement, il faut socialiser la valeur, et il faut penser à côté de ces grands mastodontes d'Internet. Hein, voilà. Alors, tant que les intentions ne sont pas automatisables, on peut en profiter pour créer quelque chose de véritablement autonome. Hein. Alors, depuis vendredi soir, avec LIM, il y a des alternatives qui ont été proposées, mais je trouve qu'il y a beaucoup l'État. Il y a l'État. L'État en tant que garant de nos volontés, bien sûr, c'est bien. Hein, mais l'État, jusqu'à présent, c'est souvent un monstre froid. C'est une bureaucratie. Et moi, je dirais, quelle que soit sa couleur, l'État, je préfère faire des groupes. Hein. Bon, l'État, je demande à voir, quelle que soit sa couleur. Alors, il y a les communs. Aujourd'hui, on parle des communs. On parle de contribution commune. Hein. Je vais faire appel à Cornelius Castoriadis pour nous parler des choses communes. Faire du commun, c'est se développer avec une ressource naturelle ou une ressource numérique. C'est décider ensemble de comment on gère cette ressource et comment on gère le travail. Donc il y a une auto-institution du groupe. Et puis, il y a une propriété collective. C'est-à-dire que si on est 10,
ça appartient aux 10. Si on est 10 000, ça appartient aux 10 000. Hein. Donc d'une certaine manière, le commun exclut ceux qui ne sont pas dans le groupe, hein, dans le commun. Et le commun, c'est pas le bien commun géré par l'État. Hein, c'est le commun auto-géré par le groupe qui compose le commun. Alors pour tout ça, il faut de l'imaginaire. Hein, il faut de l'imaginaire, il faut prendre du recul. Hein. Et donc là, je ne peux pas me passer de vous lire quelques passages de Castoriadis qui traitent de l'aliénation. Hein. Castoriadis a beaucoup traité de comment les sociétés s'instituent. Donc il y a ce qui est institué, et puis il y a quelque chose qui pousse. Hein. Alors toutes les technologies là, pas très amicales que j'ai citées, elles ont poussé depuis 30 ans. Hein. Internet, ça a démarré en 93, mais pour démarrer en 93, ça a démarré bien avant. Hein. C'était les années hippies, hein, aux États-Unis. Donc ça pousse, ça met 50 ans en principe, hein, pour s'instituer. Voilà. Et donc il y a de l'instituant qui arrive. Et cet instituant, il se nourrit d'imaginaire. Alors pour en parler, Castoriadis disait « L'aliénation, c'est tout d'abord l'aliénation de la société à ses institutions. C'est-à-dire qu'une fois que c'est institué, on fait avec. On ne peut pas faire autrement que de faire avec, et on devient aliéné. Hein. Les institutions s'autonomisent par rapport à la société et la soumettent. Mais, tout n'est pas perdu, les sociétés cherchent dans l'imaginaire un complément nécessaire à leur ordre. Quelque chose d'irréductible au fonctionnel se présente. Voilà. Voilà. Et donc, faisons avec ce qui nous est proposé, on n'a pas le choix, mais pensons à nous regrouper, à faire des petits groupes, à faire de l'intergroupe pour penser un peu à côté et pour commencer à constituer, avec des informaticiens, mais avec d'autres, hein, avec des gens qui savent faire, pour nous éduquer. Essayons d'établir des groupes autonomes qui ne parlent pas la langue de bois et qui essaient d'instituer quelque chose à côté de la propriété privée et à côté de l'État. Hein, donc je ne dirais pas une troisième voie parce qu'il existe quantité de voies, mais au moins une troisième voie en attendant peut-être la défaillance de la propriété privée. Voilà, je vous remercie.